À l'été 1941, un entrepôt situé à la périphérie d'un dépôt de la Royal Air Force en Afrique du Nord abritait des milliers de mitrailleuses dont personne ne voulait. Elles étaient empilées dans des caisses, huilées, emballées et mises de côté. L'étiquette sur chaque caisse indiquait « obsolète ». L'armée britannique avait décidé que ces armes appartenaient à une autre époque, un vestige de l'ère des biplans, remplacé par quelque chose de plus rapide, de plus moderne, de plus élégant et alimenté par bandes. La Royal Air Force était passée à autre chose. L'armée de terre ne s'y intéressait pas, et c'est ainsi que les armes restèrent dans l'obscurité, prenant la poussière tandis qu'une guerre faisait rage à l'extérieur. Personne n'en avait encore parlé à David Stirling. Mais lorsqu'il le découvrit, tout était sur le point de changer. Pour comprendre pourquoi une mitrailleuse d'avion mise au rebut est devenue l'une des armes les plus redoutées du désert nord-africain, il faut remonter à l'endroit où elle est née. Non pas dans un atelier militaire, mais dans les paisibles bureaux d'études de Vickers Armstrongs, une entreprise d'ingénierie britannique possédant un long et prestigieux pédigré dans l'armement. Au début des années 1930, la conception des avions progressait à un rythme tel que les concepteurs d'armes peinaient à suivre. L'ère du lent biplan recouvert de toile, où un observateur armé d'un fusil pouvait se défendre contre les chasseurs ennemis, touchait à sa fin. Les nouveaux avions étaient plus rapides, plus agiles et beaucoup plus difficiles à atteindre. Si vous étiez mitrailleur arrière sur un bombardier et qu'un chasseur ennemi passait en trombe devant votre position, vous aviez tout au plus une demi-seconde pour tirer dessus. Une mitrailleuse d'infanterie standard tirant à 300 ou 400 coups par minute n'était tout simplement pas assez rapide. Le temps que la culasse fasse son aller-retour, la cible avait déjà disparu. Les ingénieurs de Vickers comprenaient ce problème avec une clarté absolue. Ils avaient besoin d'une arme capable de déclencher une tempête de feu dans cette brève fenêtre de tir. La réponse résidait dans un modèle qu'ils possédaient déjà en partie. Ils prirent le fusil mitrailleur Vickers-Berthier, qui avait été adopté par l'armée indienne en 1932, et commencèrent à retirer tout ce qui le rendait lourd et lent. Le Vickers-Berthier était une arme solide et fiable, mais il était conçu pour l'infanterie, pour un tir soutenu depuis une position fixe, où la culasse pouvait être lourde et le mécanisme robuste. Pour un montage flexible sur avion, ces qualités devenaient des handicaps. La clé résidait dans le mécanisme de verrouillage. Le Vickers-Berthier verrouillait sa culasse au tout dernier moment de sa course vers l'avant, juste avant que la cartouche ne soit tirée. Contrairement au fusil mitrailleur Bren, qui se verrouillait plus tôt dans le cycle, cette conception à verrouillage tardif créait une opportunité. Si les pièces mobiles étaient allégées, la culasse pourrait se déplacer plus rapidement dans les deux sens sans que le mécanisme ne soit soumis à des contraintes excessives. Les ingénieurs commencèrent à usiner des composants avec des tolérances plus fines. Ils réduisirent la masse du porte-culasse. Ils réglèrent le système d'emprunt de gaz pour un cycle plus agressif. Le résultat fut une arme capable de tirer à une cadence comprise entre 900 et 1200 coups par minute, plus rapide que la MG-34 allemande, qui était considérée comme l'une des meilleures mitrailleuses au monde à l'époque. Ils l'appelèrent la mitrailleuse à emprunt de gaz Vickers ou Vickers GO. Plus tard, elle fut universellement connue sous le simple nom de Vickers K. Le K signifiait classe K dans la désignation de l'artillerie britannique. Elle tirait la cartouche britannique standard de 303 depuis un chargeur camembert plat et circulaire distinctif monté sur le dessus de la carcasse. Les chargeurs contenaient jusqu'à 100 cartouches, bien qu'il fût de pratique courante de n'en charger que 96 ou 97 pour garantir une alimentation fiable. L'arme était refroidie par air avec des ailettes radiales usinées dans le canon pour dissiper la chaleur lors de tirs rapides. L'arme entière était compacte, relativement légère et construite dans un seul but, déverser autant de plomb que possible dans une étroite fenêtre de ciel en un instant le plus bref possible. Lorsqu'elle fut testée face à la mitrailleuse Browning concurrente au milieu des années 1930, la Vickers K l'emporta en réalité. Elle s'était révélée plus fiable lors des tests et sa cadence de tir était extraordinaire. La Royal Air Force l'adopta pour les positions défensives flexibles sur les bombardiers, les tourelles arrière, les positions de nez, les montures dorsales, partout où un mitrailleur humain pourrait avoir besoin d'engager une cible se déplaçant rapidement. Pendant quelques années, ce fut l'arme qui protégea les bombardiers britanniques. Elle équipait les tourelles du Bristol Blenheim, de l'Armstrong Whitworth Whitley,
du Fairey Battle et du Handley Page Hampden. Les avions de la Fleet Air Arm, le Fairey Swordfish, le Fairey Albacore et le Fairey Barracuda la portaient de série. Dans les postes d'observation sombres et froids des bombardiers britanniques du début de la guerre, la Vickers-K constituait la dernière ligne de défense. Et puis, presque du jour au lendemain, elle devint inutile. Le problème ne venait pas de l'arme. L'arme était excellente. Le problème résidait dans l'orientation de la conception des chasseurs. Alors que la guerre commençait sérieusement en 1939 et 1940, il devint évident que les jours de la position de tir ouverte et flexible sur un avion rapide étaient comptés. Le Spitfire et le Hurricane, les avions qui allaient définir la puissance aérienne britannique, n'utilisaient pas du tout de position de tir flexible. Leur armement était fixe, des batteries de mitrailleuses et de canons intégrées directement dans les ailes que l'on visait en pointant l'avion tout entier. Les mitrailleuses Browning alimentées par bandes étaient bien mieux adaptées à ce rôle car elles pouvaient être installées dans des compartiments d'ailes très exigus sans que l'encombrant chargeur tambour circulaire de la Vickers-K ne dépasse au-dessus de la carcasse. Le tambour était la grande faiblesse de la Vickers-K pour les installations fixes. Il était large, il était exposé et il interférait avec les structures des ailes. Lorsque la Browning Mark I alimentée par bande fut sélectionnée comme armement fixe standard pour les chasseurs de la RAF, l'avenir de la Vickers-K fut scellé. Elle n'avait pas sa place dans une aile, sa place était dans une tourelle, et les tourelles devenaient une impasse. En 1940, la Royal Air Force remplaçait la Vickers-K dans toute sa flotte de bombardiers partout où elle le pouvait. De meilleures tourelles équipées de meilleures armes entraient en service. La Fleet Air Arm la conserva plus longtemps car les lents avions de patrouille maritime avaient encore besoin d'un armement défensif flexible. Mais pour les principaux avions de combat de la RAF, la Vickers-K était finie. Des milliers d'entre elles furent retirées du service, nettoyées, graissées et emballées dans des caisses de stockage. Elles furent distribuées dans des dépôts à travers la Grande-Bretagne et le Moyen-Orient. La désignation officielle apposée sur la documentation était brutale et définitive, obsolète, excédentaire par rapport aux besoins. Elles resteraient dans leur caisse jusqu'à ce que quelqu'un décide quoi en faire. Personne ne s'attendait à ce que quoi que ce soit de remarquable ne s'ensuive. Au Caire, en juillet 1941, un grand officier atypique était assis sur un lit d'hôpital, le dos partiellement paralysé, écrivant des notes sur un bout de papier. Il s'appelait David Stirling. Il avait 25 ans, était lieutenant dans les Scots Guards et s'était porté volontaire pour les commandos. Il s'était blessé lors d'un saut en parachute non autorisé et en était furieux. Non pas à cause de la blessure, mais à cause du temps perdu. Pendant qu'il était à l'hôpital, il réfléchissait à ce que l'armée britannique faisait de travers. Il pensait à Rommel, à l'Africa Corps, aux longues lignes de ravitaillement exposées et aux aérodromes qui parsemaient la côte nord-africaine. Il pensait à la façon dont un petit groupe d'hommes, pas des centaines, juste 4 ou 5 soldats hautement entraînés, pourrait causer des dégâts si disproportionnés par rapport à leur nombre que l'équation stratégique tout entière pourrait basculer. À sa sortie, il ne fit pas passer ses idées par les voies hiérarchiques habituelles. Il savait ce que les voies habituelles diraient. Elles diraient que c'était irrégulier, elles diraient que c'était irréalisable. Alors, Stirling s'adressa directement au sommet. Il boitilla sur ses béquilles jusqu'au quartier général du Moyen-Orient au Caire, escalada ou se faufila à travers le périmètre de sécurité et se retrouva dans le bureau du commandant adjoint, le général Neil Ritchie. Ritchie lut ses notes. 3 jours plus tard, Stirling était de retour avec un laissez-passer officiel et il présenta son cas au commandant en chef lui-même, le général Sir Claude Auchinleck. Auchinleck approuva le concept. Stirling fut promu capitaine et reçut l'autorisation de recruter 66 hommes. La nouvelle unité fut nommée Détachement L de la Brigade du Special Air Service. La partie brigade était une fiction, il n'y avait pas de brigade. Le nom fut choisi pour tromper les services de renseignement de l'Axe et leur faire croire que les Britanniques disposaient d'une force aéroportée beaucoup plus importante qu'elle ne l'était en réalité. Ce que Stirling avait créé en réalité, c'était une unité de raid d'une ambition extraordinaire et ne disposant de presque aucune ressource. Il avait des hommes. Il avait Jock Lewis, un officier des Welsh Guards
qui avait inventé un petit engin combinant explosif et incendiaire, la bombe Lewis, capable de détruire un avion stationné avec une seule charge. Il avait Paddy Mayne, un Irlandais du Nord d'une capacité physique terrifiante qui aurait été aux arrêts de rigueur pour avoir assommé son officier commandant lorsque Stirling le recruta. Et il avait une idée d'une conception d'une simplicité absolue. Pénétrer dans les aérodromes ennemis la nuit et détruire leurs avions au sol là où ils ne pouvaient pas riposter. La première opération, nom de code Squatter, fut un parachutage en novembre 1941. Ce fut une catastrophe. Une violente tempête du désert dispersa les 5 cargaisons d'hommes des avions à travers le paysage. Les conteneurs d'équipement furent perdus. Seuls 22 des 65 hommes initiaux revinrent. Jock Lewis fut tué lors du repli par un chasseur italien. Ce fut un coup presque fatal pour tout ce que Stirling avait construit. L'armée voulait dissoudre le détachement L. Mais cet échec apprit à Stirling quelque chose d'irremplaçable. Le parachute n'était pas le bon outil. Pas pour ce terrain, pas à ce stade de la guerre. Ce qui sauva les survivants de l'opération Squatter, ce fut le Long Range Desert Group, une unité spécialisée de navigateurs et de conducteurs du désert qui opérait loin derrière les lignes de l'axe depuis les premiers mois de la campagne d'Afrique du Nord. Le Long Range Desert Group connaissait le désert comme un marin connaît la mer. Il savait lire le terrain, naviguer aux étoiles et conduire sur des milliers de miles à travers le sable et la roche sans être détectés. Ils avaient des véhicules. Ils pouvaient atteindre les aérodromes par voie terrestre, dans l'obscurité, avec une précision que le parachutage ne pouvait offrir. Stirling le reconnut immédiatement. Il conclut un partenariat de travail avec le Long Range Desert Group. Il conduirait le SAS à l'aller et au retour. Le SAS se chargerait de la destruction. Cela fonctionna dès la toute première tentative. Dans la nuit du 14 décembre 1941, tandis que la propre équipe de Stirling attaquait l'aérodrome de Sirte et était repoussée lorsqu'il marcha sur un soldat italien endormi, Paddy Mayne mena sa petite équipe à l'aérodrome de Thamet en Libye. Ce qui se passa à Thamet entra dans la légende du SAS. Mayne enfonça la porte du mess des officiers, où des équipages allemands et italiens mangeaient et jouaient aux cartes, et ouvrit le feu. Son équipe se déploya ensuite sur l'aérodrome dans l'obscurité, plaçant des bombes Lewis sur les avions stationnés et mitraillant les tableaux de bord de ceux qu'ils ne pouvaient pas atteindre avec des explosifs. Lorsque Mayne fut à court de bombes, mais trouva un avion de plus, il aurait arraché le tableau de bord à main nue. Un acte herculéen que ses camarades n'oublièrent jamais. Lorsque l'équipe se glissa de nouveau dans le désert et que le ciel nocturne s'illumina avec les détonations des avions, le bilan était de 24 appareils détruits, ainsi que des dépôts de carburant, des réserves de munitions et des poteaux télégraphiques. Le SAS avait prouvé que cela pouvait fonctionner. Le détachement, elle, survivrait, mais il y avait un problème que chaque raid réussi ne faisait qu'aggraver. Le SAS gagnait, et les puissances de l'Axe s'en rendaient compte. À mesure que les mois du début de l'année 1942 passaient et que les raids se multipliaient, les commandants de l'Axe commencèrent discrètement à améliorer les défenses autour de leurs aérodromes. Des sentinelles furent postées à côté de chaque avion. Des tours de garde furent érigées. Les patrouilles de périmètre furent doublées. L'insertion silencieuse et prudente sur laquelle le SAS s'était appuyé, se faufiler sur un aérodrome dans l'obscurité, placer des bombes sans être entendu, puis repartir à pied devenait impossible. Les aérodromes ne dormaient plus lorsque le SAS arrivait. Stirling vit ce problème clairement, et sa réponse fut d'une audace caractéristique. S'ils ne pouvaient plus s'infiltrer sans être détectés, ils entreraient à toute vitesse avec une telle puissance de feu que les défenseurs ne pourraient pas réagir avant que les dégâts ne soient faits. Vitesse et choc. Il avait besoin de véhicules capables de transporter cette puissance de feu, et il avait besoin d'armes capables de la générer. La Jeep Willys américaine devenait disponible pour les forces britanniques vers le milieu de l'année 1942. Ce fut une révélation. Petite, rapide, extraordinairement performante en terrain accidenté et suffisamment simple pour être entretenue sur le terrain avec un minimum d'outils. Stirling commença à en acquérir et à les dépouiller immédiatement.
Pare-brise retiré, poids réduit, bidon de carburant et d'eau supplémentaire boulonnés sur chaque surface, le véhicule entier converti en une plateforme de combat mobile. Mais la question de l'armement restait ouverte. La Jeep avait besoin de puissance de feu et elle en avait besoin de beaucoup. Une arme capable de déverser des balles assez rapidement pour neutraliser la défense de tout un aérodrome dans les quelques secondes précédant la fuite des assaillants dans l'obscurité. Et c'est alors que quelqu'un posa les yeux sur ces caisses dans le dépôt. Les obsolètes, celles dont la RAF ne voulait plus. La Vickers-K ne fut pas choisie par hasard. Et elle ne fut pas choisie parce qu'elle était la seule option disponible. Les soldats du SAS et du Long Range Desert Group, qui expérimentèrent l'arme pour la première fois, découvrirent rapidement qu'elle était, à presque tous les égards, exactement ce dont ils avaient besoin. La cadence de tir allant jusqu'à 1200 coups par minute était presque incroyable pour une arme de cette taille. Une seule Vickers-K pouvait tirer 20 balles sur une cible en une seconde. 2 d'entre elles boulonnées côte à côte sur un support pivotant à l'avant d'une Jeep pouvaient en délivrer 40. Les chargeurs tambours signifiaient qu'il n'y avait pas de bande risquant de s'accrocher dans le vent ou de se coincer sur la carrosserie d'un véhicule en mouvement. Le camembert reposait proprement sur le dessus de la carcasse. Il se verrouillait en place avec un clic net et pouvait être remplacé en quelques secondes par un mitrailleur entraîné, même dans l'obscurité et à pleine vitesse. Le mécanisme à emprunt de gaz s'avéra phénoménalement résistant au sable et à la poussière. Un avantage critique dans le Sahara, où une arme alimentée par bande pouvait s'enrayer à cause des gravillons, mais la Vickers-K continuait son cycle. Les concepteurs originaux de l'arme l'avaient construite pour le ciel, où la fiabilité dans des conditions extrêmes n'était pas optionnelle. Cette même norme d'intégrité mécanique se transposa directement au désert. Le piston à gaz et le mécanisme de culasse basculante, conçus pour fonctionner en altitude par des températures glaciales avec de l'huile moteur vaporisant la carcasse, géraient la chaleur balayée par le sable du désert nord-africain avec un sang-froid égal. Les soldats qui avaient l'expérience de cette arme étaient francs dans leur évaluation. Elle n'était pas simplement acceptable, elle était, pour ce rôle spécifique, supérieure à toutes les alternatives qu'ils avaient essayées. Stirling standardisa le montage. Chaque Jeep reçut des mitrailleuses jumelées Vickers-K sur un affût à pivot avant. 2 armes tirant simultanément, contrôlées par un seul mitrailleur à la place du passager avant. Une 3e Vickers-K était souvent montée sur un pivot arrière, donnant à chaque Jeep 3 mitrailleuses et une cadence de tir combinée de plus de 3000 coups par minute. Avec une colonne de Jeep tirant tout en coordination, les mathématiques de la violence devenaient écrasantes. Les munitions traçantes chargées toutes les 3 ou 4 cartouches dans le tambour remplissaient une double fonction. Elles permettaient au mitrailleur de guider ses tirs sur la cible dans l'obscurité, en ajustant sa visée en observant la trajectoire, et elles enflammaient le carburant des avions au contact. Un avion stationné, même blindé contre les tirs d'armes légères sur son fuselage, était de manière catastrophique vulnérable aux balles traçantes frappant ses réservoirs de carburant ou son moteur. Une courte rafale au bon endroit suffisait à transformer un avion de 20 000 livres en une épave en feu en quelques secondes. Dans la nuit du 26 juillet 1942, Stirling soumit la pleine capacité de sa force de Jeeps armés à sa plus grande épreuve. La cible était l'aérodrome de Sidi Hanesh en Égypte, à 235 miles à l'ouest du Caire, une installation majeure de l'Axe, remplie de bombardiers et d'avions de transport, utilisée pour ravitailler les forces de Rommel sur le front. Les services de renseignement suggéraient que l'aérodrome abritait un grand nombre d'avions de transport Junkers Ju-52, les bêtes de somme de la chaîne d'approvisionnement de l'Axe, ainsi que des bombardiers en piqué Junkers Ju-87 Stuka et des chasseurs Messerschmitt Bf-109. Alors que 18 Jeeps parcouraient 50 miles à travers le désert depuis un camp caché, naviguant dans l'obscurité totale sans phare, alors qu'ils s'approchaient de l'aérodrome, les lumières de la piste s'allumèrent, non pas parce qu'ils avaient été détectés, mais parce qu'un bombardier de la Luftwaffe s'apprêtait à atterrir. Stirling eut une fraction de seconde pour décider. Il tira une fusée verte et ordonna à la colonne d'avancer. Les Jeeps accélérèrent sur l'aérodrome en 2 colonnes parallèles, Stirling en tête. Les mitrailleuses Vickers-K ouvrirent le feu immédiatement, déversant des balles traçantes sur les lignes d'avions stationnées des 2 côtés.
l'aérodrome entra en éruption. Les avions s'enflammèrent. Les explosions se succédèrent le long de la ligne de vol à mesure que les réservoirs de carburant explosaient en séquence. Les équipes au sol allemandes couraient dans toutes les directions. Les armes anti-aériennes ouvrirent le feu depuis le périmètre, mais les jeeps se déplaçaient trop vite. En effet, la confusion était trop totale, et le volume de feu provenant des assaillants était trop intense pour que les défenseurs puissent organiser une riposte efficace. Une jeep fut neutralisée, un homme fut tué. Les assaillants balayèrent l'aérodrome à 2 reprises, firent demi-tour et retournèrent dans le désert. Derrière eux, 37 avions de l'Axe brûlaient. Ce fut le raid du SAS le plus destructeur de toute la campagne d'Afrique du Nord et l'une des utilisations de la puissance de feu les plus efficaces de l'histoire des opérations spéciales. Les avions détruits cette nuit-là étaient des avions de transport que l'Afrika Korps ne pouvait pas facilement remplacer. Leur perte resserra l'étau du ravitaillement sur les forces de Rommel à un moment où la guerre du désert approchait de sa phase décisive. Ce qui l'a rendu possible, techniquement, mécaniquement, opérationnellement, ce fut la Vickers K, l'arme que la Royal Air Force avait déclarée obsolète. L'arme qui reposait dans des caisses dans des dépôts, déclassés, oubliés, en attente d'élimination. Les commandants de l'Axe qui survécurent à cette nuit-là à Sidi Hanesh auraient été déconcertés par ce qui les avait frappés. Un récit décrivit les communications post-raid dans lesquelles un officier de la garnison rapporta qu'il avait été attaqué simultanément par des commandos de marine depuis la mer, des troupes aéroportées depuis les airs et des véhicules blindés depuis la terre. En réalité, il s'agissait d'une poignée d'hommes dans des jeeps ouvertes, équipés de mitrailleuses d'avions excédentaires. L'effet psychologique d'une arme tirant à 1200 coups par minute dans l'obscurité absolue, avec des balles traçantes décrivant des arcs dans toutes les directions et des avions explosant toutes les quelques secondes, produisit un niveau de confusion qui multiplia la taille apparente de la force d'attaque à de nombreuses reprises. Ce n'était pas accidentel. Stirling comprenait ce que les théoriciens militaires appellent l'effet multiplicateur de force. La capacité de la vitesse, de la surprise et d'une puissance de feu locale écrasante à produire des effets allant bien au-delà de ce que les chiffres bruts suggéreraient. La Vickers K était au centre de cette multiplication. Sa cadence de tir signifiait qu'une seule Jeep roulant à toute vitesse à travers un aérodrome pouvait engager des cibles sur un front de 200 yards dans la même seconde. Il n'y avait aucune interruption dans le tir, aucun moment où un défenseur pouvait lever la tête en toute sécurité et organiser une contre-attaque. L'efficacité des raids ne se mesurait pas seulement en avions détruits, bien que les chiffres fussent stupéfiants. Au moment où Stirling fut capturé en janvier 1943, surpris dans son sommeil dans une vallée tunisienne, le détachement L et ses formations successives avaient détruit plus de 250 avions au sol, ainsi que des dizaines de dépôts de ravitaillement, de lignes ferroviaires et des centaines de véhicules. Le SAS, sur l'ensemble de la campagne d'Afrique du Nord, fut crédité de plus de 400 avions détruits, un chiffre qui dépassait le nombre total d'avions de l'Axe abattus en combat aérien par l'ensemble de la Desert Air Force sur la même période. Le maréchal Bernard Montgomery, qui n'était pas un homme enclin aux éloges extravagants, dit de Stirling « Le garçon Stirling est complètement fou, complètement fou. Cependant, dans une guerre, il y a souvent une place pour les fous. » Les Allemands lui donnaient un autre nom. Ils l'appelaient le commandant fantôme. Rommel lui-même aurait ordonné que Stirling soit capturé en tant que cible prioritaire. La reconnaissance qu'un seul homme avec la bonne idée et la bonne arme valait plus stratégiquement que plusieurs unités conventionnelles bien plus grand air-taille. Après la capture de Stirling, le commandement est passé à Paddy Mayne, qui s'est révélé être un commandant opérationnel encore plus féroce. Le palmarès personnel d'avions détruits par Mayne a été estimé à plus de 100, un chiffre qui faisait de lui, en toute honnêteté, un élément plus destructeur pour la puissance aérienne de l'Axe que n'importe quel as de la chasse alliée de la guerre. Aucun pilote abattant des avions en combat aérien ne s'est approché de ce total. Mayne l'a atteint au sol avec des bombes Lewis et des mitrailleuses Vickers K, se déplaçant dans l'obscurité à bord d'une Jeep. Le National Army Museum a par la suite officiellement reconnu son exploit avec exactement cette déclaration,
Son décompte personnel a dépassé celui de tout autre individu dans le conflit en ce qui concerne la destruction d'avions ennemis. La réputation de la Vickers K s'est étendue au-delà du SAS. Le Long Range Desert Group, qui avait initialement servi de transport au SAS, a largement adopté la mitrailleuse pour ses propres véhicules, la montant en configuration simple et jumelée sur des camions Chevrolet. La résistance naturelle du mécanisme de verrouillage à la contamination par le sable la rendait particulièrement adaptée aux opérations dans le désert, là où d'autres armes aux tolérances plus strictes devenaient peu fiables après une exposition prolongée aux grains fins. Le cycle à emprunt de gaz, tirant le gaz propulseur du canon par un orifice sous la bouche et l'utilisant pour repousser le piston vers l'arrière, était d'une conception robuste et indulgente. Dans un théâtre d'opération où la fiabilité mécanique était une condition de survie, cela avait une importance énorme dans les forces côtières de la Royal Navy. La Vickers K a également trouvé une seconde vie, remplaçant l'ancienne mitrailleuse Lewis sur les vedettes lance-torpilles et les chaloupes à moteur à partir de 1942. Les mêmes qualités qui la rendaient précieuse dans le désert. Un tir rapide, une fiabilité de l'alimentation par chargeur tambour, un montage compact, se transposait parfaitement aux positions exiguës sur le pont des petits navires de guerre. Sur une vedette lance-torpille fendant la Méditerranée à 40 nœuds, une arme qui ne s'enrayait pas à cause des embruns salés n'était pas un luxe, c'était une nécessité opérationnelle. Les forces aéroportées l'ont également découverte. Lors de l'opération Market Garden en septembre 1944, l'escadron de reconnaissance aéroportée rattaché à la 1re division aéroportée, ainsi que lors des combats autour d'Arnhem, ont monté des mitrailleuses Vickers sur leurs véhicules, du sable nord-africain aux étroites routes de campagne néerlandaises. L'arme s'est adaptée. Il y a un détail concernant la Vickers K qui est facile à négliger, mais qui en dit long sur l'ingénierie et la guerre. L'arme n'a été conçue pour aucune des utilisations qui l'ont rendue célèbre. Elle a été conçue pour un rôle spécifique, le tir défensif à haute cadence depuis les tourelles de bombardiers dans les années 1930. Lorsque ce rôle a disparu, l'arme aurait dû disparaître avec lui. Au lieu de cela, elle a trouvé de nouveaux rôles que ses concepteurs n'avaient jamais imaginés, dans des conditions qu'ils n'avaient jamais anticipées, maniées par des hommes qui faisaient des choses qui n'avaient jamais été tentées auparavant. Les ingénieurs qui l'ont construite avaient si bien fait leur travail, le mécanisme était si fiable, la cadence de tir si élevée, l'alimentation par chargeur si pratique, que l'arme a conservé sa valeur même lorsque son objectif initial est devenu obsolète. Une bonne ingénierie n'expire pas. Les qualités qui rendent une arme ou une machine excellente dans un contexte survivent souvent au contexte lui-même. La Vickers K a été construite pour protéger les bombardiers des chasseurs rapides, et elle a fini par détruire 400 avions au sol dans le désert nord-africain, simplement montés à l'arrière d'une Jeep, conduite par une petite équipe d'hommes qui refusait d'accepter que quelque chose soit terminé, simplement parce que l'institution qui l'avait construite était passée à autre chose. L'arme a été officiellement déclarée obsolète après la guerre. La dernière utilisation opérationnelle enregistrée par la Royal Navy a été le fait du 812e escadron pilotant des avions Barracuda lors de patrouilles anti-piraterie au large de Hong Kong en octobre 1945. Lorsque ces patrouilles ont pris fin, la Vickers K est partie avec elle dans les musées, entre les mains de collectionneurs, dans les photographies et les histoires régimentaires des unités qui l'avaient portée aux limites extrêmes de ce qui était possible dans la guerre du désert. Le SAS que David Stirling a fondé avec des parachutes d'occasion, des notes écrites au crayon et une paire de jeeps est devenu le modèle des unités de forces spéciales à travers le monde. La Delta Force aux États-Unis, le Special Air Service Regiment australien et les unités d'opération spéciales dans des dizaines d'autres nations. Tous retracent leur doctrine, sous une forme ou une autre, à ce que Stirling et Mayne ont élaboré dans le désert libyen entre 1941 et 1943. Le principe de petites équipes, de pénétration en profondeur et de violence disproportionnée contre des cibles de grande valeur est devenu le fondement de toute une discipline militaire. Au centre de tout cela, dans ces premières années où la doctrine s'écrivait dans l'action plutôt que dans les manuels, se trouvait une arme qui avait été mise au rebut. Une arme conçue pour les airs, retirée d'avions obsolètes, boulonnée à une Jeep et pointée vers le sol. Une arme qui tirait à 1200 coups par minute et ne s'enrayait presque jamais.
puis une arme que la Royal Air Force avait mise dans une caisse et étiquetée comme surplus, et qu'une poignée de soldats extraordinaires avait ressorti et utilisé pour changer le cours de la guerre du désert. Les ingénieurs qui ont conçu la Vickers-K n'ont jamais su ce qu'elle allait devenir. Ils l'ont construite pour des bombardiers. Elle est devenue l'arme d'une légende.